Bonjour, bonjour. Désolé s'il y a un petit bruit de fond, c'est la clim qui tourne et commence à faire chaud. C'est un petit peu normal. On est le combien? Le 22, 23 juillet, 22 juillet et il fait que 38 degrés, ce qui est absolument pas normal. Il devrait faire au moins 10 degrés de plus. Quand on me parle de réchauffement climatique et on me parle de canicule, c'est pas le cas chez nous. On est 10 degrés en dessous des normes saisonnières ici. Bon, je le dis juste pour vous dire que il n'y a pas de réchauffement planétaire, en tout cas pas partout, certainement pas. Qu'il y ait un changement de climat, oui, puisqu'apparemment il fait plus chaud dans l'hémisphère nord en ce moment, mais dans les autres endroits c'est plutôt un rafraîchissement. Je le dis, voilà, comme ça au moins c'est clair. Étant donné que je ne crois pas à la théorie du réchauffement, je n'y crois pas. Voilà. Donc, je vais passer à autre chose. J'avais dit que je ne parlerais plus de la France, mais juste deux, trois petites nouvelles comme ça, juste en passant, c'est juste pour vous dire qu'à l'heure où je vous parle, l'Elysée a dépassé son budget initial de plus de 5 millions d'euros en 2018. Voilà, c'est juste pour financer le 14 juillet, la fête de la musique à l'Elysée. C'est des repas comme ça, c'est là que ça va. Ça va pas ailleurs, cet argent. C'est pour des grands trucs festifs, etc. C'est la grande sauterie, vous ne le savez pas, mais dans les couloirs de l'Elysée, du gouvernement, des hautes fonctions, c'est la grande sauterie. Voilà, ces gens-là vivent le grand train. Alors ne croyez surtout pas que la monarchie, c'est terminé. C'est une monarchie, c'est un rythme de vie royal en réalité. Voilà. Et puis il y a une enquête, c'est Sputnik News qui nous le dit, il y a une enquête qui est livrée maintenant sur les dîners de Macron avec le tout Paris aux frais de la République. Voilà, donc après l'affaire de Rugy, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose, que c'est impressionnant, mais que le tout Paris est invité. Voilà. Donc tout ça, c'est les contribuables qui payent, sa seigneurie, voilà, sachez-le. Oh, c'est pas bien grave. Évidemment, il y a plein de trucs à dire dans cette vidéo. On va me dire, tu crois vraiment qu'ils vont finir par taxer les routes nationales et qu'ils vont finir par mettre des péages? Oui, le gouvernement Macron veut privatiser les routes nationales pour y mettre des péages, oui. Et moi je pense qu'au point où ils en sont, et au point où le français mange du gervita, c'est-à-dire ne se rebelle pas, je vois pas ce qui va les empêcher de continuer. Et donc ils vont continuer, non pas à démanteler seulement la France, mais aussi à la vendre et à en faire croquer les multinationales. Donc vous allez retrouver Vinci qui va vous faire payer vos routes nationales, que vous allez payer avec vos impôts. Bah oui, parce que c'est vous qui les payez, les routes nationales. Vous ne croyez pas que c'est pas les multinationales qui payent les routes nationales, c'est vous-même qui les avez payées, comme les autoroutes d'ailleurs. Et aujourd'hui, Vinci se prend des milliards par mois parce qu'on a eu des hommes d'État qui leur ont donné les autoroutes françaises, que vous avez payées vous-même. Et là, ça va être pareil avec les routes maintenant. Alors on dit, alors il faudra prendre le vélo. Mais ils vont vous taxer les vélos, ils vont vous taxer sur le droit de faire du cyclisme, ils vont vous taxer sur les casques de vélo, ils vont vous faire passer un permis à points sur le vélo. Ils sont plus à ça près, personne ne réagit. Ils ont dit, attends, les gilets jaunes au début ils nous ont fait peur, pour 3 centimes d'augmentation d'essence, si on fait passer l'autre mesure, ça risque de barder pour nous. Puis ils se sont dit, non, finalement ça va, il suffit de leur taper un peu sur la gueule et puis c'est bon, ils rentrent chez eux. Pas de problème. On leur a dit, attention, vous manifestez, mais pacifiquement, parce que ils ont vu que les gens ils font ouais, pacifiquement quand même. Ouais, ils nous prennent tout ce qu'on a, les routes, les autoroutes, ils nous font passer des taxes qui n'existent pas, sur des trucs qui n'existent pas. Ils nous ont finalement réaugmenté l'essence au bout de 4 mois de gilets jaunes. Finalement, oui, ils vont nous rabaisser nos assurances chômage, ils vont rallonger le temps des cotisations pour les retraites, ils vont nous mettre des retraites à points qu'on ne touchera pas, ils vont faire baisser le coût des points, ce qui fait qu'on aura 600 € de retraite. Oui, ils nous enculent dans tous les sens, mais on va quand même, c'est pacifique. C'est pacifique. Tu sais, avec le gerbita dans la bouche, c'est pacifique. C'est pas de problème. Ils nous enculent, mais c'est pacifique. Comment vous voulez que j'ai encore envie de parler de la France? J'en parle pourtant. Mais ferme ta gueule. Allez, je dis plus rien. Alors, Sanofi, l'État complice, oui. Des dizaines de milliers d'enfants handicapés, traumatisés avec des séquelles à vie à cause de la dépakine. À genoux, on devrait voir Sanofi, à genoux, mendiant leur pardon. On devrait les trouver en garde à vue. Et où les trouve-t-on?
dans les palais de la République, dans les salons de l'Élysée. C'était un laïus de François Ruffin. Je suis bien obligé de le dire quand même, parce que c'est quand même beau. Oui, on devrait les retrouver à genoux devant la justice, et oui, à la place de ça, on les retrouve dans les palais de la République, parce qu'ils ont financé la campagne électorale de quelqu'un qui est en train de vous faire manger du Gervita. Oui, messieurs, dames, ça se passe comme ça. Ah non, mais moi je suis plus en train d'appeler à des manifestations pacifiques, c'est fini ce temps-là. Hein. Il y a 6 mois, je disais oui. Aujourd'hui, non. C'est la guerre. C'est la guerre ouverte. C'est la guerre ouverte. Voilà. Alors, je vais terminer avec cette histoire, parce que les gilets jaunes, puisque je parle de vous, des dizaines de gilets jaunes mis sur écoute téléphonique par les renseignements, sachez-le. Hein, 150 gilets jaunes, dont un tiers pour la seule région parisienne, seraient placés sur écoute par les renseignements. Voilà, affirme l'édition du journal Le Point. Ouais, vous êtes sur écoute, bientôt vous serez pucés, bientôt ci, bientôt ça. J'ai un truc qui se part tout seul. J'ai des trucs assez dégueulasses à vous, voilà, à vous partager là aujourd'hui. Hein. Je vais reparler un tout petit peu de la finale de la CAN. Je suis très triste de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu. Des trucs pas beaux. Des déclarations très moches. De la part de joueurs, de la part de supporters. Très laides, très très moches. Des comportements inadmissibles, des comportements y compris en Égypte. Ils ont saccagé l'aéroport du Caire. J'ai vu ça. Hein, donc vous voyez que c'est pas que contre la France. C'est bien le comportement qu'implique ce sport, le football. C'est là où je pense qu'il va falloir dépasser un peu les clivages Maghreb, France, Algérie, bidule. Non, c'est au-delà de ça en fait. Parce que je me rappelle très bien que il y a une trentaine d'années, peut-être plus, peut-être 40 ans même, les Anglais avaient leur lot de connards aussi, qu'on appelait les hooligans, si vous n'avez pas connu. Et c'est pareil, à chaque fois qu'ils se déplaçaient quelque part, les Anglais, ils avaient tout un troupeau de connards, donc les hooligans, qui, dès qu'ils arrivaient quelque part, cassaient la gueule à tout le monde, pétaient tout ce qu'il y avait. S'ils étaient dans un café, ils cassaient le café, dans un hôtel, ils cassaient l'hôtel, et dans le stade, ils cassaient le stade. Voilà, on retrouve le même lot de connards quasiment dans chaque nation footballistique, vous voyez. Et en fait, je me suis dit, la réflexion que je me suis faite, c'est que le football, ce sport on va dire, ce sport populaire, ce sport qui devait être fait à la base pour être joué dans les rues, pour des gamins qui n'ont pas d'argent, qui font un ballon avec voilà, 3 boules de papier. C'est fait pour ça à la base, le football. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est même pas un sport à la base, le football. C'est un jeu. Là, c'est comme le jeu de paume. C'est pas un sport. C'est devenu le tennis, mais c'était pas un sport à la base. Le football, c'était un jeu. Bon, c'est devenu un sport. Et suite à ça, c'est devenu un sport mondial et c'est devenu un sport extrêmement médiatisé et extrêmement qui brasse des milliards. Et donc on y retrouve quoi? On y retrouve ce que moi j'appelle l'esprit de clan. Tu sais, ça nous ramène à cette époque ancestrale. Pour nous, en tout cas, c'est ancestral. Pour certains, c'est le présent. Vous savez, où à l'époque, les MacLeod contre les Mac machin, on va se disputer le territoire, on se foutait sur la gueule, et puis à la fin, on se réconciliait devant une bonne cervoise, hein, une bonne bibine. C'était ça chez les Irlandais, les Anglais, les Écossais, les Français, les Gaulois, les Germains. C'était ça à l'époque, les clans, hein, qui se foutaient sur la gueule. Aujourd'hui, ils se foutent sur la gueule, mais pour une baballe dans un filet. Ouais, c'est des clans. Ça nous ramène à l'esprit de clan. C'est pour ça que vous n'y voyez pas des femmes. Dans les clans, il n'y avait pas de femmes. C'était les hommes qui se battaient. Aujourd'hui, vous ne voyez pas de femmes se battre pour le football. C'est des hommes. Ce qui ramène vraiment l'homme à sa condition primitive. De connard. Hein. Alors moi, je me suis dit, parce qu'en plus, maintenant, il y a du football féminin. Puisque la femme veut absolument être l'égale de l'homme, elle veut aussi l'être dans la connerie, visiblement. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, arrêtez d'encourager le football féminin. Vous êtes en train d'encourager les femmes à devenir aussi connes que les hommes. Hein. Alors moi j'ai dit un truc.
puisque ça nous ramène à cet esprit de clan, et que quand on est un clan, on ne pense plus pour l'humanité. L'humanisme s'efface, il n'y a plus d'humanité dans un clan. Le but du clan et d'un esprit de clan est de régner sur les autres clans, donc d'avoir le pouvoir, de dominer, hein, et d'être le plus fort. C'est ça le clan. Comme les gangs qu'il y a à San Francisco, je sais pas où, à Los Angeles, les gangs de latino, les gangs de black, les gangs de machin, c'est du gang. C'est de la bataille de gang en réalité, le football aujourd'hui. Alors, pas pour tout le monde, il y a des gens qui vont voir des matchs de foot en famille avec leurs enfants. Moi je parle des connards qui foutent le bordel, c'est toujours un pourcentage. Alors je vous ai dit, peut-être 10, 15%, peut-être 20%. Je pense pas que ce soit plus en réalité. Mais rien que pour ça déjà, je pense qu'on devrait arrêter le football. On devrait arrêter le football professionnel. On devrait le rendre amateur, arrêter les subventions, arrêter de les faire jouer dans des stades gigantesques et arrêter de le médiatiser. Parce que ça favorise l'esprit de clan, et que quand on se retrouve avec des gens qui ont 2 de QI et qui en plus ont des revendications extrêmement racistes et haineuses, eh bien on se retrouve dans des débordements que je ne vais pas citer là, mais qui sont scandaleuses. Alors moi je vais vous dire, si j'étais président du monde, je créerais une nation qui s'appellerait la nation football. J'y mettrais tous les joueurs et les supporters fanatiques, ce qui libérerait à mon avis la planète de 90% des connards. Voilà ce que j'en pense. Je hais le foot et le fanatisme que ça engendre. C'est clair. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu vois, quand je vois la déclaration de Rania Rita, qui est une déclaration qui est assez, qui fait le tour, qui fait le buzz, elle a dit que Dieu t'envoie un camion qui t'écrase les os. Vous nous avez colonisé 132 ans de violence et de torture, ça vous coûtera une éternité de torture morale. Cris, défilés et tout ce qui vous dérange. Un jour vous allez crier Algérie française, aujourd'hui nous, on vous répond par le fait d'avoir une France algérienne. 1, 2, 3, viva l'Algérie, c'est scandaleux. À vomir de haine et de bêtises. Nous on a eu les Allemands qui nous ont détruit 90% du pays, qu'on fait 50 millions de morts, hein, aujourd'hui avec les Allemands on mange ensemble, on bouffe ensemble et il n'y a aucun problème. Faut passer à autre chose les gars, vous savez pas pratiquer le pardon ni avancer, faut pardonner putain. Voilà, bon, alors dans la bêtise que engendre le football, ce pauvre monsieur Mamoudou Bari, et là je suis pas en train de faire le jeu de Zemmour, hein, je suis pas en train de parler des immigrés, je suis en train de parler de la connerie du football. Merci de faire la distinction. Mamoudou Bari, paix à ton âme, mec. Condoléances à ta famille, vraiment. Ta femme, ta fille. A été tué devant les yeux de sa femme par un Turc, juste avant la finale Algérie-Sénégal. Une altercation raciste. Pourquoi un Turc s'en est pris à un Français franco-sénégalais? Par racisme, parce qu'il était noir, je ne sais pas. Voilà la bêtise qu'engendre le football. Vous voyez que ça va au-delà des frontières, puisque c'est un Turc qui devait très probablement supporter l'équipe d'Algérie, parce que musulman, il y a confrérie. Bah oui, encore une fois, ça nous ramène à l'esprit de clan. Hein. Et il l'a traité de sale nègre, et il l'a roué de coups, des coups de bouteille, et finalement il y a eu une mauvaise chute. Et il est mort sous les yeux de sa femme. Voilà, un docteur en droit à la fac de Rouen, hein, c'était pas une racaille, roué de coups, père évidemment marié et père d'une petite fille. Je hais le foot. Paix à ton âme, mec. Ah, c'est dur. Hein. C'est dur de vivre sur cette planète. Hein. Franchement, vivement que ça s'arrête. Hein. Si j'avais pas ma petite femme, je vous jure, je n'aurais qu'une seule envie, c'est de vous quitter les amis, vous voyez, et de retourner dans mes mondes internes. Ceci dit, vous savez que moi je suis pas raciste, hein. Dieu sait que j'aime la population africaine. Hein. Mais, quand je vois ce genre de truc, alors c'est absolument pas contre les noirs, une femme noire incarnera le prochain 007 à l'écran. J'ai rien contre cette actrice, j'ai rien contre cette dame, c'est pas parce qu'elle est noire. James Bond 007 a été écrit par un auteur, a été créé par un auteur, il est blanc, c'est un mâle, et il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est un homme. C'est un personnage créé.
De quel droit aujourd'hui, je ne sais même pas pour quelle raison, mais pour raison c'est probablement de mixité et de multiculturalisme, on remplace un héros de bande dessinée ou un personnage comme ça de littérature. De quel droit on remplace ce personnage par quelqu'un d'un autre sexe et d'une autre ethnie? De quel droit? Alors, c'est pas par racisme, mais j'espère que ce film fera un bide. Voilà, je le dis parce que je trouve ça scandaleux. C'est tout. Bon. Allez, on va parler d'autre chose. Julian Assange avait quand même déclaré le 7 août 2016, puisque on a tendance à oublier ce pauvre Julian Assange aujourd'hui, qui est c'est pas où il est, qui est un martyr en réalité, je l'oublie pas. Il avait quand même déclaré Hillary Clinton a utilisé la Libye pour fournir des armes aux djihadistes en Syrie. Eh oui, tout ça c'est financé bien entendu par l'État profond, relayé par, toujours pareil, les présidents vendus. Et puis il y a Publico, qui est une agence de presse espagnole, un site d'information plus exactement, qui nous dit qu'en fait, en réalité, vous vous rappelez des attentats qu'il y a eu à Barcelone, la petite camionnette qui avait écrasé les gens sur la place là. Il nous indique que les services de renseignement espagnols ont facilité l'attentat terroriste de Barcelone en 2017. J'ai envie de dire, tiens, c'est bizarre ça, ah ben on le savait pas. Vous voyez que l'État profond, ils sont puissants partout, ils tiennent tout, ils tiennent les services de renseignement, tout, partout. En France, en Espagne, évidemment, ils tiennent tout. Ils tiennent tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis j'ai envie de vous parler de l'homme le plus chanceux de la Terre. Ah non, c'est pas Neil Armstrong. C'est pas Neil Armstrong qui est allé sur la Lune avec un module de 2 mm d'épaisseur d'aluminium sans être irradié. Non, c'est pas lui. Il est allé avec une combinaison spatiale pas plus épaisse qu'une toile de jute sur une planète où il faisait 100 degrés. Non, c'est pas lui le plus chanceux. Non. Le plus chanceux, c'est pas lui. Le plus chanceux, c'est le mec qui avait racheté, écoutez bien, il avait racheté 2 mois avant les attentats du 11 septembre, les 3 tours du World Trade Center, c'est-à-dire les 2 tours jumelles plus la tour numéro 7. Hein. Et tu vas me dire, bah non, il n'a pas de chance du coup, alors dis donc, c'est ces 3 tours-là qui sont tombés. Ouais, le mec il achète 3 tours, c'est les 3 qui tombent. 2 mois avant en plus. Quand même pas de chance le gars, vous allez me dire, bah non, Jim, t'es exagéré, il n'a pas de chance. C'est vrai, il n'a pas de chance. Mais 2 mois avant les attentats, il venait de conclure un contrat d'assurance qui incluait une couverture totale en cas d'attaque terroriste. Ah, vous allez me dire, bah, il est prévoyant alors, oui. Et puis ça lui a permis de gagner 4,6 milliards de dollars. Ah, bah ouais, finalement, il a peut-être un peu de chance. Peut-être. Ou alors, c'était un initié, et on appelle ça un délit d'initié. Ce qui est bien sûr passible d'une énorme somme d'années de prison. Et puis son nom, bah, c'est Larry Silverstein. Oui, Stein, pas Stein. Larry Silverstein, comme Epstein, Weinstein. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Hein, c'est bizarre. Allez, je vais continuer parce que là, il y a vraiment de quoi cracher son gervita. Je vous assure que là... Alors, c'est confirmé, même si cet article date de 2016, la France a bien été derrière le génocide rwandais. Voilà, je vous le dis, parce que c'est une nouvelle qui est ressortie là, et puis j'ai dit, bah oui, il faut quand même pas oublier que les Rwandais, ils se sont détruits eux-mêmes entre ethnies, et évidemment, c'est la France qui a bien foutu le bordel là-bas. Et moi, je le savais parce que j'ai un ami qui travaille avec justement le Rwanda et qui m'a dit, c'est la France qui a foutu le why, et qui a laissé surtout... c'est les Hutus, je crois, ou c'est les Tutsis et les Hutus, je ne sais plus lesquels des deux ont été massacrés par les autres, je ne me rappelle plus, excusez-moi, mais c'est bien les... Voilà. C'est les Tutsis qui ont été génocidés, si ma mémoire est bonne. Bah voilà, c'est bien les Français, ils ont laissé faire, hein, c'est bien. Après on se dit, bah tiens, pourquoi
pourquoi la France, pourquoi les Africains, ils en ont après la France, c'est quand même pas normal ça. Tu sais, parce que le Français qui ne sait pas tout ça, figurez-vous, si les Africains qui m'écoutent, que les Français ne savent pas que l'armée française se balade au Rwanda. Ils ne savent pas que l'armée française se balade dans des pays africains. Le peuple français ne sait absolument pas ça. Ils ne savent pas. Donc après, derrière, quand on a des gens, des migrants, par exemple, qui viennent d'Afrique, qui traversent avec des bateaux, qui arrivent en France et qui ont envie de violer les femmes et de casser la gueule à tous les blancs qui croisent, les Français disent, mais qu'est-ce qu'on leur a fait, mais pourquoi ils nous détestent, mais qu'est-ce que des sauvages? Et ils ne savent pas, eux. Le Français ne sait pas que son armée se comporte comme une véritable raclure en Afrique. Parce qu'il ne sait pas non plus que l'armée française en Afrique, elle n'a qu'un seul but, c'est de défendre les intérêts des multinationales qui sont installées en Afrique. C'est certainement pas de défendre le peuple africain, jamais, à aucun moment. C'est des gens, c'est les militaires de carrière qui me l'ont dit. Hein. Le seul et unique but de l'armée française en Afrique est de protéger les intérêts des multinationales françaises qui pillent l'Afrique. Areva, l'uranium, l'or, les diamants, tout ce qu'on vous pique là-bas, avec l'appui de l'armée, le Français, le peuple de France ne sait pas ça. Donc ne vous en prenez pas au peuple de France, il ne sait rien. C'est un con de base qui est capable de manger du Gervita pendant qu'on lui on lui installe des péages sur ses routes nationales, et le peuple français, quand il voit des gens qui mettent des gilets jaunes pour crier au secours, en général il dit que c'est vraiment des connards ces gens, qu'est-ce qu'ils ont à crier? Tu vois, le peuple français, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Bon, alors, balance ton antisémite. Salut les gars. Bon, vous m'avez menacé sur votre site, hein, balance ton antisémite. Alors, il y a une petite vidéo sur moi, avec à la fin un petit truc bien sympa. Les taux se resserrent pour toi, vieil escroc. À bientôt. Dites-moi les gars, c'est un petit peu des pratiques un petit peu mafieuses ça quand même, hein? C'est une menace là. Mais moi je ne tiens pas de discours antisémite moi les mecs. J'ai jamais tenu de discours antisémite, jamais. J'ai toujours dit au contraire que j'avais absolument rien contre le peuple juif et que j'appelais le peuple juif à venir discuter avec moi. C'est pas un comportement antisémite ça, hein? Moi j'ai dit que le peuple juif il est pris en otage. Il est pris en otage par le sionisme. Le mensonge sioniste. Je ne m'en suis jamais pris aux juifs. Ce que je viens de dire là, ça fera poids si on va au tribunal. Parce que je ne m'en prends jamais aux juifs, messieurs. Hein? Mais par contre, si je cite cette citation Shulamit Aloni, vous la connaissez, hein? Voilà, c'est l'ex-ministre israélienne Shulamit Aloni. Et c'est elle qui a dit, c'est pas moi, elle a dit l'Holocauste, écoutez bien, c'est une combine que nous utilisons en Europe pour quand quelqu'un critique Israël. C'est bizarre ça. Et c'est moi qui le dis. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, les gars. Il faudrait peut-être leur dire à vos ministres et à certains de vos rabbins de faire attention à ce qu'ils disent, hein, parce que tout ça peut être retenu contre vous lors de mon procès. Voilà. Alors non, il n'y a pas d'antisémitisme chez moi, c'est pas la peine de me balancer. Si j'étais vous, j'aimerais plutôt me parler, hein, voilà, et puis on discute. Voilà, moi, le mensonge, voilà. D'ailleurs, le député des Juifs d'Iran, parce que sachez-le, en Iran, il y a des Juifs. Il y a une communauté juive en Iran. Ouais. Et ils vivent très bien en Iran. Hein, vous voyez que l'Iran n'est pas antisémite. Il y a des Juifs en Iran. Et il y a un député. Alors, le député des Juifs d'Iran. Ils ont des députés pour les Juifs d'Iran. Bon, je ne sais pas comment c'est foutu là-bas. Il a dit, il n'est pas permis que l'impérialisme américain et sioniste menace nos intérêts. Voilà, parce qu'eux, ils travaillent en Iran, ils prospèrent, et ils ont la trouille que les Américains, et bien entendu l'Arabie Saoudite et Israël, les attaquent bientôt. Et ils ont peut-être bien raison. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont en train de déployer des troupes en Arabie Saoudite pour contrer l'Iran. Ça rigole pas, là. Hein. Et aussi, ils sont en train aussi de déployer des 60 000 miliciens syriens, alors probablement une récupération des Daeshiens et d'Al-Qaïda, Al-Nusra, dont ils ne savent pas quoi faire. Ils sont en train de les placer à la frontière iranienne du côté en Irak, tourné vers l'Iran, vous voyez. C'est 60 000 miliciens syriens, c'est-à-dire comprenez Al-Nusra et ce qui reste de Daesh.
Voilà, ils les ont recrutés, ils les ont dit voilà, on va vous mettre à un autre poste, vous allez déglinguer les Iraniens, on va vous mettre à la frontière irakienne, là, et vous attendez nos ordres. Ce qui est en train de se passer là. Et parallèlement à ça, l'armée américaine se prépare à la guerre. À l'heure actuelle, environ la moitié des forces de choc de la flotte américaine sont en mer, ce qui, d'après les précédentes campagnes militaires américaines, peut parler de préparatifs de guerre. Hein. Alors oui, mais finissez votre Giardita parce que les années qui viennent et les mois qui viennent, je vais vous dire, on va beaucoup moins rigoler. Ah mais beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils accélèrent le plan, hein, parce que les États-Unis sont en cessation de paiement dans 2 mois, et parce que plus personne ne veut du dollar, et parce que pour eux, ça craint, ça pue du cul, mais sévère, et que s'ils font pas une guerre, ils sont morts, et puis en plus, il faut qu'ils obéissent. Hein. Qu'ils obéissent à qui? Alors, bah les gars, à qui faut qu'ils obéissent, à votre avis? Vous avez pas une petite idée? Non? D'accord. Bon, bah, tant pis, hein, je vous laisse faire, c'est vous qui voyez. Ok? Bon. Allez, je vais vous laisser là. Je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Hein. À bientôt. Jim le Veilleur. Pas encore en prison. Peut-être bientôt au tribunal. En tout cas, pour l'instant, je suis toujours là. Jim le Veilleur, VK Facebook. Pour toute question concernant le Zincoin, là, en ce qui concerne le Zincoin, c'est pas VK Facebook. Sur le Zincoin, c'est jimleveilleur@gmail.com. Ceux qui veulent acheter, qui veulent des renseignements, qui veulent adhérer au Club Wetio, qui veulent savoir le nom de la plateforme d'achat et qui ont déjà acheté du Zin, vous avez le droit à cette information qui pour l'instant est confidentielle. jimleveilleur@gmail.com. Merci à tous les tipeurs, merci à tous. Il va falloir payer le procès bientôt. Et puis, et puis bonnes vacances, et puis bonne canicule. Puisqu'il paraît qu'il fait 34 degrés dans certains... fin juillet, 34 degrés, c'est rare. Hein, vraiment la grosse canicule. Bon, il ne faut pas douter de des versions officielles, parce que sinon, on se fait arrêter. Ah oui, j'ai oublié une information de taille, excusez-moi. C'est parce que j'ai oublié l'information principale de mon live, de ma vidéo. L'arrestation de Stan Mayo, vous m'avez demandé d'en parler. Alors Stan Mayo, c'est un ancien gendarme militaire, dit-il, qui est parti dans un pays sud-américain là, avec sa compagne, et qui s'est fait arrêter par l'Interpol. Alors c'est un monsieur qui dénonce les réseaux pédocriminels. Surtout les réseaux pédocriminels. Bon, il mélange un peu tout en disant que c'est la maçonnerie, que c'est la Rose-Croix. Non, il n'y a pas de Rose-Croix dans les réseaux pédocriminels, mais c'est pas grave. Bon, c'est les quelques réseaux maçonniques infiltrés par le satanisme, effectivement, qu'on retrouve dans les réseaux pédocriminels, mais il y a aussi des réseaux pédocriminels sataniques qui ne sont pas du tout maçonniques. Il faut arrêter aussi les délires. Mais bon, peu importe. Évidemment, il a raison de dénoncer ces réseaux qui existent vraiment, et il a été arrêté par Interpol. Pour le moment, personne ne fait rien pour lui. Bon, on m'a dit d'en parler. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je peux rien dire de plus. Je pense que quand on balance des informations comme ça, il vaut mieux se planquer quand même. Alors aller se livrer en pâture dans des pays où n'importe qui peut t'arrêter, c'était pas très malin, mais bon. Je ne sais pas, j'attends d'avoir plus d'informations pour vous parler de ça. En tout cas, voilà, je vous le dis, Stan Mayo a été arrêté par Interpol dans un pays sud-américain. C'est pas le Venezuela, mais c'est à côté. Je ne sais plus où c'est exactement. C'est scandaleux. Il n'y a rien à dire. Allez, donc ce qui fait que je n'irai pas me balader au Pérou bientôt. Je vais choisir une autre destination. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Et puis à bientôt. Ciao.